Merci, excusez-moi de notre retard, dont je suis le seul responsable. Chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi Madame Nathalie Omobono pour évoquer ses fonctions à l'époque où elle était directrice générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes entre 2009 et 2018. Madame Omobono, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendue disponible rapidement pour répondre à nos questions. Comme vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international de journalistes d'investigation, l'ICIJ, ont publié ce qui est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, et comme dans de nombreux pays, avec des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes qui était réservé jusqu'alors principalement aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre les décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences sociales, économiques et environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Vous le savez, la DGCCRF a été mentionnée à plusieurs reprises, à la fois dans les Uber Files et dans un certain nombre d'auditions que nous avons eues, comme ce matin avec le lanceur d'alerte, M. Mark McGann. Et donc, nous souhaitions vous voir pour que vous puissiez nous apporter votre témoignage sur l'ouverture du marché au VTC, notamment aux plateformes numériques telles Uber, sur la question de l'encadrement de ces plateformes, des règles de concurrence. Vous nous direz un mot de ce que vous pensez évidemment des différentes évolutions législatives qu'il a pu y avoir de la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume qui visait à apporter des solutions aux crises entre le secteur des taxis et le secteur des VTC. Nous avons noté aussi par exemple que vous avez signé par délégation du ministre plusieurs arrêtés interministériels qui visaient à réformer les règles liées à la formation des taxis et des VTC, à leurs conditions d'examen. Si vous pouvez nous indiquer comment ceci était négocié entre les différents ministères de tutelle, l'intérieur, l'économie, le tourisme, puis les transports et les compétences des uns et des autres. Nous avons entendu beaucoup de critiques, évidemment, concernant le service Uber Pop, qui permettait à partir de 2014 à des particuliers d'exercer une activité de transport public particulier de personnes, qui a entraîné une très forte contestation, une mobilisation de la profession, et un service qui était manifestement illégal et qui a été cessé à la fois après les interventions de différents ministres intérieurs et économie en juin, suspendu du moins, et puis qui a été rendu vraiment illégal par une réponse du Conseil constitutionnel à une QPC en septembre 2015, mais serions très intéressés d'avoir votre lecture de ces épisodes, de l'activité d'Uber Pop, de son illégalité ou non durant sa période d'activité, notamment en 2015. Il y a beaucoup d'autres questions sur les méthodes d'Uber, les kill switch, etc., sur lesquelles nous reviendrons, je pense, dans notre question avec la rapporteure. De façon plus générale, avez-vous engagé des enquêtes sur les pratiques commerciales, les pratiques anticoncurrentielles des plateformes de mobilité telles qu'Uber pendant votre direction de la DGCCRF? Avez-vous, le cas échéant, subi des pressions dans ce cadre, à la fois pression politique ou pression de la part des entreprises concernées? Et puis, si nous en avons le temps, moi je serais aussi intéressé, on va parler essentiellement évidemment de la période des Uber Files, mais d'avoir votre perspective sur l'état du marché, de la concurrence et de ses règles, peut-être à la fin de votre période à la DGCCRF en 2018, et puis surtout depuis, puisque c'est aussi une des questions qui a animé beaucoup notre commission d'enquête ces dernières semaines. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières questions et d'entamer l'échange avec la rapporteure et mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à activer votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci Madame Omobono, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Comme vous l'avez dit, j'ai été nommée directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la mi-avril 2009, et j'ai quitté mes fonctions dans les tout premiers jours
de janvier 2018, c'est-à-dire que j'ai exercé cette responsabilité un peu moins de 9 ans, et depuis début 2018, c'est-à-dire depuis un peu plus de 5 ans, je suis présidente de la section sécurité et risque du Conseil général de l'économie. Le Conseil général de l'économie est également une structure directement rattachée au ministère chargé de l'économie. Quelques mots peut-être d'introduction, et puis après, je pense que vous souhaiterez me poser des questions plus précises. La DGCCRF est directement rattachée au ministère chargé de l'économie. Elle comptait à l'époque à peu près 3000 agents, dont 80% exercent des missions de contrôle et d'enquête, ces services étant d'une part rattachés aux services centraux et d'autre part aux services qui s'appelaient déconcentrés et maintenant territoriaux, et qui à l'époque étaient les directs pour le niveau régional et les DDPP ou les DDCSPP pour le niveau départemental. La mission de la DGCCRF, telle que l'a décrit le décret qui s'appliquait au moment où j'étais en fonction, précise que la DGCCRF est chargée de veiller à la régulation et au bon fonctionnement des marchés sous leurs divers aspects, c'est-à-dire qu'elle a à la fois pour rôle d'observer le fonctionnement des marchés, de regarder si les conditions de fonctionnement de ces marchés, notamment les conditions d'encadrement, puisqu'on parle bien de régulation, sont satisfaisantes, s'il faut en fluidifier les conditions, s'il faut fluidifier l'accès à ces marchés, éventuellement lever des barrières à l'entrée, limiter des situations qui ne seraient plus justifiées, puisque les textes de loi et les réglementations s'appliquent ou sont conçus à un instant donné et au fil du temps, avec l'évolution des acteurs, l'apparition de nouveaux acteurs ou de technologies nouvelles, l'adaptation de l'encadrement peut se révéler nécessaire. L'autre volet principal sur lequel vous voudrez certainement m'interroger de la DGCCRF, c'est celui du contrôle, du respect de ces règles d'encadrement des marchés et du contrôle de la protection des consommateurs, puisque la DGCCRF est également chargée de veiller de son bon fonctionnement des marchés au bénéfice des consommateurs et donc doit veiller à la bonne protection de ceux-ci. Voilà ce que je comptais vous dire en préambule, mais peut-être voulez-vous que je développe. Alors, sur alors, pour autant que je me souvienne de façon précise, puisque j'ai été amenée à relire beaucoup de documents pour me remémorer ce qui avait été effectué pendant ces 9 années, je suis arrivée au moment où était discutée la loi dite loi Novelli, donc qui a supprimé la notion de licence de grande remise et le contingentement départemental du nombre de ces grandes remises et qui a créé donc les véhicules de tourisme avec chauffeur ou les véhicules de transport avec chauffeur, les VTC. Nous avons eu beaucoup de textes d'application à prendre, soit nous-mêmes DGCCRF, soit nos collègues de la Direction générale des entreprises, puisque certaines des dispositions relevaient du Code du tourisme, qui étaient de leurs compétences. Et j'ai connu évidemment toute la période de tension qui a été marquée par des mouvements de grève des taxis, par des réunions avec les parties prenantes, par la décision du gouvernement de confier d'une part une mission de médiation au député Thévenoud, puis la PPL devenue loi Thévenoud, la loi croissance dite loi Macron, la médiation du député Grand-Guillaume, la PPL puis la loi Grand-Guillaume, et un certain nombre de textes d'application. Et chaque fois qu'il y avait un décret important qui était prévu par le corpus législatif, comme le prévoient les textes du Code de commerce, nous saisissions l'autorité de la concurrence pour recueillir son avis sur ces textes. Je crois que vous entendrez le président de l'autorité de la concurrence plus tard dans l'après-midi. Donc nous saisissions l'autorité de la concurrence et en particulier, je voudrais pointer le projet de décret qu'on a appelé familièrement le décret 15 minutes, qui prévoyait que s'il y avait une réservation d'un VTC
elle devait faire l'objet d'un délai de 15 minutes entre le moment de la réservation et le moment de la prise en charge des personnes transportées. Ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que nous avons abondamment échangé avec les ministres successifs sous l'autorité desquels nous avons travaillé, les ministres délégués, les secrétaires d'État, que nous avons abondamment écrit sur le sujet, toujours dans une logique plutôt pro-concurrentielle, c'est-à-dire d'accueil ou de facilitation de l'arrivée de nouveaux entrants, mais dans un souci de régulation, c'est-à-dire en ne laissant pas le marché seul organiser le fonctionnement, c'est-à-dire avec des recommandations sur comment permettre cette introduction de nouveaux acteurs et comment faire en sorte d'aller vers une adaptation de ces marchés qui permettent, encore une fois, les nouveaux entrants de s'insérer, mais qui ne déstabilisent pas les marchés pour autant. Sur le sujet des contrôles, là aussi, nous avons mené de nombreux contrôles sur la période où j'étais en fonction. Peut-être, pour cibler la période qui vous intéresse plus particulièrement, je voudrais vous dire quelques mots de ce que nous avons effectué comme contrôle. Et je vais d'abord aborder ce que nous avons fait avec les services centraux de la DGCCRF, en particulier le service national des enquêtes. Donc je vais essayer de ne pas trop utiliser de sigle, mais nous l'appelions le SNE, Service national des enquêtes, et les contrôles effectués par les directions régionales et les directions départementales. Alors, le service national des enquêtes menait des enquêtes à l'initiative de la direction générale, donc sur demande de la direction, moi-même, le chef de service ou le sous-directeur concerné. Et entre 2014 et 2016, le service national des enquêtes a réalisé plusieurs enquêtes sur les pratiques des nouvelles plateformes et des nouveaux acteurs, et sur les taxis et les VTC, et ceci sans jamais avoir recours aux pouvoirs extraordinaires. C'est-à-dire que le Code de la consommation et le Code de commerce accordent des pouvoirs aux agents de la DGCCRF, et si les enquêtes l'exigent, les agents, sur demande auprès du juge, peuvent disposer de pouvoirs supplémentaires qu'on appelle extraordinaires et que le code appelle opération de visite et saisie, que vous pouvez traduire par perquisition. Nous n'avons jamais fait appel par le SNE à ces pouvoirs extraordinaires sur le sujet des taxis, des VTC et de façon générale, de ce marché, de ces deux marchés, devrais-je dire, puisqu'il y a d'une part le marché de la maraude, sur lequel interviennent seulement les taxis, et le marché de la réservation préalable de transport de personnes à titre public ou privé, mais en nombre limité, sur lequel sont en concurrence des structures telles que les centrales de réservation de taxis, tout le monde pense à la G7 ou à d'autres, et des plateformes telles que Uber, mais il y en avait d'autres qui d'ailleurs étaient arrivées antérieurement à Uber. Donc nous n'avons jamais utilisé ces pouvoirs pendant cette période. En 2014, le SNE a mené une enquête, en particulier sur le service Uber Pop. Cette offre de service, vous le savez, elle était présentée comme un service de mise en relation entre des particuliers à des fins de covoiturage, et elle proposait aux conducteurs, moyennant le paiement de frais de commission, une prestation de mise en relation avec un passager et une prestation d'intermédiation de paiement. Et elle proposait aux passagers une prestation gratuite, cette fois-ci, de mise en relation avec un conducteur via l'application de téléphone mobile Uber, et l'accès à ce service faisait l'objet d'une tarification de la course. Le SNE a considéré que ce dispositif, Uber Pop, n'était pas licite, et a donc dressé un procès-verbal à l'encontre
de Hubert Popp et de ses principaux dirigeants en mars 2014. Ce procès-verbal a connu des suites, puisque ce procès-verbal, qui était fondé sur la considération qu'il s'agissait de pratiques commerciales trompeuses, a donné des suites judiciaires. La société a été condamnée en première instance en octobre 2014, en seconde instance en décembre 2015, et elle a été confirmée en cassation en juillet 2017. Vous y faisiez référence tout à l'heure. Ça, c'est une première action. Le SNE a aussi engagé un contentieux civil conjointement avec les VTC et les taxis, c'est-à-dire qu'il s'est joint à une action initiée par des VTC et des taxis. Cette action avait donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution, et donc c'était une possibilité qu'avaient aussi mes services de se joindre à des procédures sans en être l'initiateur. Ça, c'est la décision du Conseil constitutionnel de septembre 2015. Je pense. En 2015, le SNE a été saisi, de même que d'autres services, par le parquet de Paris pour mener une nouvelle enquête, toujours avec une qualification de pratique commerciale trompeuse, cette fois-ci en récidive. Mes services ont adressé un rapport au parquet et sur la base de ces constatations et d'autres constatations, là aussi, la justice s'est prononcée en condamnant Uber France, les dirigeants, alors Uber France, une amende, les dirigeants également à des amendes, en obligeant la société Uber à publier cette décision sur ses sites, et la condamnation a été confirmée en appel. Quelles sont les dates là, pour la première? Alors, pour la deuxième, je peux vous retrouver les dates, je ne les ai pas là sous les yeux, mais je peux vous les retrouver. Le deuxième PV. Est-ce que je peux en profiter pour vous poser une question de droit, et excusez vraiment mon ignorance quand je pose cette question, mais donc vous dites qu'il y a une première condamnation contre Uber qui juge l'illégalité d'Uber Pop en mars 2014, et qu'après il y a plusieurs appels et cassations, que cette décision finit par être confirmée en cassation en juillet 2017. Est-ce que quand vous avez la décision en première instance, mais après Uber fait appel, donc après mars 2014, est-ce qu'Uber est tenu à ce moment-là de devoir cesser l'activité Uber Pop parce qu'il y a eu une condamnation en première instance, ou est-ce que l'appel suspend la décision et donc Uber Pop pourrait techniquement continuer à opérer? Comment fonctionne le droit à ce moment-là? Il faudrait que je vérifie parce que j'ai un peu oublié. J'aurais tendance à dire que la décision n'est pas suspensive, mais ça je vous le confirmerai si vous le permettez, parce que je ne l'ai plus en tête. Il faut que je regarde. N'est pas suspensive, ça voudrait dire qu'elle ne contraint pas Uber à suspendre Uber Pop tant que la décision n'a pas été confirmée en appel, ou c'est l'inverse? Qu'elle n'est pas suspensive, ça veut dire qu'elle ne le contraint pas, mais il faut que je vérifie. Je n'ai pas vérifié ce point. J'ai un peu... je vais voir si je retrouve la réponse de façon évidente. Non. Je me propose plutôt de vous le confirmer, si vous le permettez. Si je poursuis, voilà, ça c'est pour les actions sur les pratiques commerciales trompeuses. En parallèle, sur la même période, les directions régionales et surtout départementales ont mené des actions de contrôle aussi à la demande de la DGCCRF. En particulier, peut-être un petit rappel, la DGCCRF établit un programme d'enquête chaque année. Elle le prépare à l'automne
de l'année N-1. Elle recense les propositions d'enquête, elle examine l'ensemble, elle vérifie le plan de charge des équipes, à la fois dans les services centraux et dans les services territoriaux, régionaux et départementaux. Et après, elle constitue son portefeuille d'enquête. Et à chacune des enquêtes, elle envoie une descriptive de tâches qui est demandée. Et en particulier, en 2014, au premier trimestre, nous avons demandé au Service national des enquêtes et un certain nombre de directions départementales, en particulier celles qui étaient en région Île-de-France, celles qui étaient en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, de mener des enquêtes sur l'angle de la protection du consommateur en matière de transport privé de personnes de moins de 10 personnes, donc qui visaient les taxis, les VTC et le covoiturage. Donc dans ce cadre-là, les services ont mené des contrôles dans le cadre précisé par cette tâche nationale. Nous avons fait une synthèse et un bilan, comme nous le faisons en règle générale de ces contrôles. Et pour terminer cette liste et cet inventaire des contrôles qui ont été réalisés sur cette période, je citerai les 3 instructions gouvernementales ou circulaires qui ont été établies et signées par les ministres de l'époque. Il y en a une de mars 2014, une de juin 2015 et une 3e de janvier 2016 qui s'adressent aux préfets de police, aux préfets de département et aux préfets de police des Bouches-du-Rhône en leur demandant de mobiliser les services, donc pas seulement les services dans lesquels étaient affectés les agents de la DGCCRF, mais des services, notamment les services de police, afin de vérifier les conditions de fonctionnement et le respect des règles de fonctionnement qui s'appliquaient à la profession de VTC et ou à la profession de taxi en fonction de chacune de ces instructions. Et donc dans ce cadre-là, les équipes de la DGCCRF ont été mobilisées et ont participé à ces enquêtes. Alors la première de ces instructions, qui date de mars 2014, a été établie en cohérence avec l'enquête dont je vous parlais juste avant, également de 2014, et la circulaire dit explicitement que pour un certain nombre d'actions de contrôle, les agents sur le terrain et la police, la gendarmerie, les directions départementales et régionales se coordonneront de façon à ce que les contrôles soient réalisés de manière à ne pas être plusieurs à solliciter les mêmes acteurs économiques et de façon coordonnée. Voilà ce que je peux vous dire peut-être pour préliminaire. Qui sont les ministres là, qui signent ces circulaires ? Je l'ai sous les yeux. En 2014, les signataires sont le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Touraine, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Valls, le ministre du Travail et de l'Emploi, Monsieur Sapin, la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Madame Pinel, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, M. Hamon, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie chargé des transports, de la mer et de la pêche, Frédéric Cuvillier. Voilà, je peux vous citer aussi vous souhaitez les noms des autres ? Voilà. Donc c'était une instruction du gouvernement interministériel. La rapporteure qui aura des questions, juste parce que nous venons de vérifier sur l'appel qui est effectivement suspensif et j'essaie pas du tout de défendre une position ici, mais vraiment de comprendre l'état du droit, parce qu'il y a toute cette question de savoir, les Uber Files démontrent que les dirigeants d'Uber savaient que Uber Pop était illégal dans la plupart des pays où il opérait, et comme vous l'avez démontré, et comme à la fois la QPC et les décisions de justice l'ont démontré, on était dans des pratiques commerciales dissimulées et non pas dans du covoiturage d'une certaine façon, ce qui était un petit peu, je pense, l'argument de vente au départ d'Uber Pop, pas d'Uber en VTC. Mais si l'appel est suspensif, est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là tout de même que Uber, à ce moment-là, dans les mois qui ont suivi, dans le droit français, a toujours le droit de continuer à opérer jusqu'à, en tout cas, bon, de toute façon, la décision de suspendre est prise par Uber sous vraiment pression des autorités politiques en
en juin 2015, et puis après il y a la QPC en septembre. De toute façon, là, je crois avant même les décisions de la Cour de cassation en septembre 2017, ça fait longtemps qu'Uber a complètement abandonné Uber Pop, clairement après la QPC qui a clarifié le débat. Mais est-ce qu'on peut considérer à ce moment-là que Uber a le droit de continuer à opérer Uber Pop en attendant les décisions d'appel? Je crois qu'il faut distinguer la lecture que nous faisions du respect du Code de la consommation, puisque là, c'était des pratiques commerciales trompeuses, et donc c'était un sujet de Code de la consommation, et puis la lecture qu'en fait la justice. Notre lecture, c'était, et c'est la raison du procès verbal, que le service Uber Pop n'était pas conforme, et donc n'était pas légal. La lecture de la justice, c'est en droit, tant que l'appel est suspensif, il n'y a pas de... Il est suspensif, il n'y a pas de... Non, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de condamnation à ce stade définitive, et donc il faut vraiment distinguer, encore une fois, notre lecture du droit et celle du juge, qui, in fine, tranche, puisque ce sont des procès verbaux, donc c'est la justice, le juge judiciaire qui tranche. Et Uber retire son activité Uber Pop pour de bon, avant les dernières condamnations par la justice, c'était bien, à peu près 2 ans avant, en fait, à ce moment-là. Ouais. Oui, bah écoutez, je vous remercie déjà pour toutes vos précisions. Comme vous le savez, les révélations des Uber Files, dans les documents qui ont été transmis par le lanceur d'alerte Marc Magan, transmis aux journalistes et dont la commission d'enquête parlementaire va pouvoir avoir accès, il y a notamment cette histoire qui implique la DGCCRF, c'est-à-dire Uber se plaint d'avoir trop de poursuites de la DGCCRF ou de contrôle de la DGCCRF. Et les dirigeants d'Uber l'exposent à Emmanuel Macron, qui, en leur présence et en présence de ses collaborateurs, déclare que nous devons avoir un débat technique avec eux, la DGCCRF. Je ne veux pas qu'ils soient trop conservateurs. Ça, c'est les messages qui sont retransmis par les Uber Files. Donc, ma première question serait quel a été du coup ce débat, puisque cette communication parle d'un débat entre Emmanuel Macron et la DGCCRF. Quel a été, donc c'était en novembre 2014, normalement, si on reprend les éléments. Quel a été ce débat? Et vous, du point de vue de la DGCCRF, avez-vous eu le sentiment d'avoir des consignes directes ou indirectes du ministre Emmanuel Macron ou de son cabinet concernant vos opérations de contrôle, ou des explicitations sur l'interprétation qu'il fallait donner à cette phrase, ne pas être trop conservateur? Merci Madame la rapporteure. Comme toute direction rattachée à un ministre, les contacts avec le cabinet des ministres, moins fréquents avec les ministres évidemment, étaient extrêmement réguliers, fréquents. Donc sur les 9 années, nous avons eu des discussions avec de très nombreux cabinets ministériels. Je ne sais pas, et je n'ai pas de souvenir de débat avec Emmanuel Macron sur le sujet. Je me souviens d'avoir été reçu par le ministre, évidemment, en quelques circonstances, pas spécifiquement sur celui-ci. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Et nous avons continué à travailler comme nous l'avons fait, c'est-à-dire en loyauté, en informant les ministres et les cabinets de ce que nous faisions, et en continuant à exercer notre mission qui a été fixée par décret et à laquelle nous nous attachions. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir reçu de messages invitant à la bienveillance. Nous avons déroulé notre programme de contrôle comme il était prévu,
Et en tout cas, je n'en ai pas le mémoire. Quand j'ai regardé la totalité des documents que j'ai pu regarder, je n'ai pas non plus trouvé de traces sur ce sujet-là. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Avez-vous des échanges dans cette période-là avec, par mail peut-être, par l'intermédiaire des membres du cabinet d'Emmanuel Macron, et notamment de M. Lacresse, qui a priori, selon les révélations de M. Marc Magan, était plus la personne la plus impliquée dans le cabinet d'Emmanuel Macron, dans l'établissement des relations avec l'entreprise Uber et des autres dirigeants d'Uber. Donc ça, c'est ma première question. Je pense que vous avez eu connaissance aussi des révélations des Uber Files qui racontent que dans le cadre d'une perquisition, donc c'est pour ça que je m'étonne que vous dites qu'il n'y a pas eu de perquisition, puisque les Uber Files évoquent le mot perquisition. Donc, s'agit-il d'une erreur entre une perquisition de la DGCCRF ou d'une intervention sur place de la DGCCRF qui a pu s'apparenter à une perquisition, mais qui n'en était peut-être pas une de point de vue du droit? Ou y a-t-il une confusion avec une perquisition des services de police dans le cadre de vos actions coordonnées que vous nous avez exposées précédemment? Les révélations d'Uber Files nous permettent de prendre conscience, enfin de prendre connaissance que lors de ce qu'ils appelaient perquisition, eh bien, ils ont utilisé le logiciel Casper. Uber a utilisé le logiciel Casper et du fameux Kill Switch, qui a donc permis à Uber de fermer l'ensemble de ses serveurs en appuyant sur un seul bouton, et donc de ne pas permettre aux opérations de contrôle d'avoir accès aux données. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de précision sur ces faits? S'agissant de consignes directes ou indirectes, j'ai regardé, pour préparer cette audition, tout ce que nous avons retrouvé dans les archives écrites. J'ai interrogé une partie de mes anciens collaborateurs, mais je n'ai pas eu la possibilité de regarder dans les messageries. Je doute que s'il y avait eu des invitations à la bienveillance, ceci ait donné lieu à des traces écrites. En tout cas, je n'en ai, moi, pas le souvenir, et ça, encore une fois, nous avons continué à mener notre travail à la fois de proposition, d'ouverture et de bon fonctionnement des marchés et de contrôle de la même manière, sans qu'il y ait sans avoir ressenti d'influence, en tout cas, sans avoir ressenti d'influence d'une nature ou d'une autre sur le sujet. Nous avons été, je pense, nous avons continué le cours de notre action. Sur les perquisitions, vous avez raison, et je l'ai insisté d'emblée, nous n'avons pas participé à des opérations de perquisition et nous n'avons pas fait appel aux juges pour avoir nous-mêmes les pouvoirs de perquisition. Il y a eu une perquisition, notamment en 2015. Ce sont des équipes du parquet et des services de police qui y participaient, mais aucun agent de la DGCRF n'était présent. Mes services ont été formels. Je les ai interrogés à plusieurs reprises sur le sujet, puisque c'était évoqué dans les Uber Files. Donc, nous n'avons pas eu recours à ceci et nous n'avons pas fait partie des perquisitions. Pour être plus précis... Donc, c'était une opération donc, du parquet, des équipes de police, qui, en aucune mesure, n'ont pu vous associer dans le cadre de collaboration entre services. C'était une opération de perquisition à laquelle nous n'avons pas participé. Le travail qu'ont mené mes équipes, peut-être que ça vous éclairera, le travail qu'ont mené mes équipes a consisté principalement à se rendre dans les différents sites et à prélever des documents papier. Autrement dit, nous n'avons évidemment pas recueilli de documents sur des messageries, puisqu'il faut des pouvoirs particuliers. Et donc, ce sont plutôt des analyses de contrats, de documents papier qui nous ont servi d'appui pour notamment qualifier les activités qui nous paraissaient non conformes au droit de pratiques commerciales trompeuses. Donc, nous n'avons pas eu à connaître de difficultés particulières liées au kill switch qui s'appliquent notamment à la non-disponibilité des messageries.
Alors, ces mêmes révélations des Uber Files font état aussi que Uber aurait loué des locaux peu de temps avant, parce qu'ils étaient visiblement prévenus de ces perquisitions, et donc ils avaient loué des locaux pour sortir de leurs locaux officiels bon nombre de documents papier et les mettre dans ces locaux loués pour justement être mis à l'écart de toute opération de contrôle. Est-ce que du coup, si la pratique du kill switch ne vous a pas posé problème puisque vous aviez besoin d'accès à des documents papier, est-ce que cette pratique de louer un local pour pouvoir vite mettre les documents aurait pu vous poser problème? En gros, est-ce qu'il y a des documents papier que vous auriez bien aimé récupérer et que vous n'avez pas pu récupérer? Les demandes que nous avons formulées auprès des différentes plateformes, puisque ces demandes et nos enquêtes n'ont pas concerné uniquement Uber, nous avons considéré que les entreprises avaient donné satisfaction à nos demandes, en tout cas pour autant qu'on puisse se prononcer sur le sujet. Donc nous considérons que nous n'avons pas été en difficulté sur cet aspect-là. Et de la même manière, qu'est-ce que je voulais ajouter ? Non, je crois que c'était ça. Les documents que nous avions recueillis étaient suffisants pour caractériser ces pratiques commerciales trompeuses et nous considérons n'a pas avoir été mis en difficulté par d'éventuelles dispositions comme celles que vous évoquez, de location de locaux spécifiques. En tout cas, ça n'a pas empêché notre action d'être menée, à supposer que ceci ait eu lieu. Ça n'a pas empêché notre action de se mener et c'était suffisant pour nous de travailler sur les documents que nous nous étions procurés. En outre, si tel avait été le cas, le fait de ne pas fournir à des services d'enquête les documents, ça pourrait s'apparenter à de l'opposition à fonction, c'est passible. Opposition à fonction. Et c'est pénalement sanctionné. Mais encore une fois, nous considérons que nous avons recueilli les documents qui nous permettaient d'asseoir nos procédures et de caractériser les pratiques commerciales trompeuses que le juge a confirmées. Excusez mon inculture à mon tour. Donc là, on est dans une démarche pour pratique commerciale trompeuse qui concerne Uberpop. Et donc, sur la base des documents et de l'analyse de votre dossier, vous le transférez au parquet, donc la procédure à ce moment-là est enclenchée. Mais alors, excusez-moi, mais quel est du coup le rôle de l'autorité de la concurrence? C'est pas l'autorité de la concurrence qu'on saisit à ce moment-là? Non, parce qu'on n'est pas sur... comme on est de fait sur une démonstration de pratique commerciale trompeuse, ça n'a pas à passer par l'autorité de la concurrence, c'est cela? Excusez-moi. L'autorité de la concurrence, elle, juge les pratiques anticoncurrentielles, c'est qui relève du code de commerce. Là, les pratiques commerciales trompeuses relèvent du code de la consommation et c'est le juge judiciaire qui tranche. Alors du coup, puisque l'autorité de la concurrence, c'est sur les pratiques concurrentielles, quand on a eu Uber qui a mis énormément de subventions pour casser les prix des courses, y compris faire des courses à perte, et qui s'est mis à perdre beaucoup d'argent, ce qui me semble, je pense, opérer un service à perte me semble est interdit dans le droit commercial, mais je ne sais pas, je suis vraiment, mes études de psychologie sociale là, ne me sont d'aucun recours dans le domaine, mais je suis sûre qu'on apprend vite. Est-ce que vous avez été amené à enquêter sur cette pratique de concurrence déloyale, en fait, de subvention à perte? Si oui, qu'est-ce que ça a donné? Et sinon, pourquoi? Et pourquoi cette pratique de subvention à perte n'a-t-elle pas été, elle, transmise à l'autorité de la concurrence? En tout cas, n'a-t-elle pas fait l'objet d'une démarche de saisie de l'autorité de la concurrence? Je ne suis pas non plus un grand spécialiste du droit. Pour autant, quelques éléments. Nous ne sommes pas compétents sur... je n'ai pas noté ce que vous aviez évoqué, sur
En fait, Uber, voilà. Ce que nous disent les Uber Files, c'est que Uber, à un moment donné, subventionnait par son application les courses, et y compris perdait beaucoup d'argent. C'est-à-dire était en train donc d'offrir un service de transport à prix tellement cassé qu'il lui en coûtait. Donc, ce qui me semble être une pratique concurrentielle illégale de travailler à perte. Et donc, en avez-vous eu connaissance? Avez-vous pu, du coup, enquêter, mener une enquête de concurrence? Quels en ont été les résultats? Y a-t-il eu plainte à l'autorité de la concurrence? Ou bien ne l'avez-vous pas su, peut-être? Oui, et avec comme objectif clair d'éliminer la concurrence, s'imposer sur des marchés pour après augmenter progressivement les prix et donc commencer à faire une marge une fois qu'une position dominante, ou en tout cas une position importante sur le marché s'est imposée. Alors, sur la concurrence déloyale, nous n'intervenons pas. Nous ne sommes pas intervenus sur ce que vous évoquez pour plusieurs raisons, et notamment parce que nous choisissons les thèmes sur lesquels nous enquêtons, même si nous avions un nombre important d'agents qui étaient capables de mener des contrôles. On a choisi les thèmes sur lesquels on souhaitait intervenir et ceux qui nous paraissaient les plus porteurs de résultats, puisqu'on a aussi, et c'est normal, comme tout service administratif, un objectif d'efficacité. Donc, des fois, certaines procédures ne vont pas jusqu'à leur terme parce qu'on considère que la probabilité qu'elles donnent des suites qui, soit par l'autorité de la concurrence, si ce sont des pratiques anticoncurrentielles, soit par le juge, s'il s'agit d'autres qualifications. Quand on fait des constats, on estime la probabilité que le juge tranche en notre faveur, et donc quand on considère qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il va trancher en notre faveur, on poursuit. Et quand on a des raisons de penser que l'issue n'est pas certaine, il nous arrive de ne pas aller jusqu'à demander au juge de se prononcer. Alors, au cas d'espèce, sur les subventions pour casser les prix, nous n'avons pas mené d'enquête de pratiques anticoncurrentielles sur le sujet. L'autorité de la concurrence peut d'ailleurs se saisir elle-même de pratiques si elle considère qu'il y a matière pour elle à mener des investigations, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tenue que nous la saisissions sur un sujet. Elle peut s'autosaisir d'une question et mener l'enquête, ou nous demander de mener l'enquête pour son compte. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Nous n'avons pas mené d'enquête sur le sujet des courses à prix cassés. Alors, à l'époque, ça se savait publiquement, bien sûr, ça se savait publiquement que Uber faisait un tarif tellement bas qu'on se demandait comment il pouvait économiquement s'en sortir. Quand vous cassez les prix pour être très concurrentiel par rapport au taxi et justement opérer une position hégémonique sur le marché pour tuer le taxi, parce que c'était ça la stratégie d'Uber, je pense que tout le monde pouvait savoir quand même que là, il y avait vraiment un tirage vers le bas des tarifs. Donc je pense que c'est des questions que nous allons poser à l'autorité de la concurrence. Voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi, puisque vous avez bien précisé au début que vous avez un rôle d'observation des marchés. De fait, dans l'observation des marchés, la stratégie très offensive d'Uber de casser les prix, de faire du low cost, aurait dû attirer l'attention, je pense, de la DGCCRF, et donc conduire à une analyse des conséquences sur le marché, et donc de se dire, est-ce que les prix sont... est-ce que la tarification qui est opérée par Uber ne constitue pas je ne vais pas prendre les bons termes, enfin, soit une concurrence déloyale, soit un non-respect du droit commercial à perte. Je reviens quand même sur les perquisitions parce que ça m'interpelle beaucoup, parce que dans les documents des Uber Files, il est clairement écrit que la perquisition a lieu à Lyon par la DGCCRF. Donc c'est pas les locaux d'Uber à Paris, c'est les locaux de la DGCCRF
à Lyon, donc les directions régionales ou départementales, ça je ne saurais vous dire. Donc je pense que de toute façon, à l'issue de cette audition, on vous retransmettra des réponses, des questions, pardon, écrites qui permettront à vos services régionaux ou départementaux de pouvoir aussi sans doute compléter s'il y a des maillons d'information manquants. Mais non. Parce qu'ils disent, je vous relis l'extrait. 3 agents sont interrogés par la DGCCRF. Donc ça, c'est vraiment des déclarations internes à Hubert. 3 agents sont interrogés par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à Lyon. Nous avons coupé leur accès et envoyons un avocat dès que possible. Et donc c'est Zach de Kivit, qui est alors directeur juridique d'Hubert pour l'Europe, qui l'écrit ainsi dans un mail envoyé à l'état-major de la société, y compris le président directeur général, le PDG Travis Kalanick d'Hubert. Et donc c'est Thibaut Saint-Phal, qui est à ce moment-là directeur général d'Hubert France, qui s'inquiète. Il nous harcèle véritablement en ce moment, tous les jours. Bercy et ses services commencent à se comporter comme l'intérieur et les petits policiers qui veulent bouffer du pop, donc du Uber Pop, comme ils le disent sur les réseaux. Voilà. En référence au service Uber Pop permettant n'importe qui. Voilà, enfin, bref, le reste de l'article. Voilà. Ça, c'est 13 novembre 2014. Je ne peux que vous confirmer ce que je vous ai dit, à savoir que le Service national des enquêtes n'a pas demandé de pouvoir de perquisition. Donc je pense qu'il y a eu une erreur. Mes équipes se sont rendues à Lyon, c'est exact, mais nous n'avons pas eu besoin de recourir à des perquisitions et nous avons demandé des documents comme ça nous arrive par nos pouvoirs propres et simples. Vous considérez que c'était une visite simple pour demander des documents, et après c'est retranscrit en interne peut-être à Uber comme une perquisition, peut-être avec un langage un peu plus spectaculaire. C'est une interprétation probable du propos. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous juridiquement d'une perquisition, puisque ce sont les pouvoirs simples des agents qui leur permettent d'entrer dans des locaux, d'être reçus et de demander des documents. Donc, Hubert a dû interpréter cela comme une perquisition alors que c'était une visite entre guillemets simple pour accéder à des documents et qui ne nécessitait pas le cadre, je dirais, judiciaire d'une perquisition. Selon vous, par qui Hubert a pu être prévenu? Enfin, soit par qui Hubert a été prévenu, si vous le savez, ou par qui Hubert a pu avoir été prévenu, puisque Hubert, la société Hubert était manifestement au courant de la venue de vos collègues. Moi, je demande une précision à la rapporteure. Je ne suis pas très au clair sur ce qui, dans le texte, suggère que Uber est au courant d'une visite. C'est-à-dire que c'est des gens d'Uber à Lyon qui informent d'autres gens d'Uber qu'une visite est en train d'avoir lieu, mais il n'y a pas de texte qui suggère que savait qu'il avait anticipé une visite. Si. Alors, je n'ai pas l'extrait là. On a d'autres éléments dans les Uber Files où, en fait, ils savent qu'ils vont avoir des perquisitions, donc ils ne savent pas forcément la date précise, et donc ils anticipent le déménagement d'une partie des documents papier et ils louent à cet effet. Ils sont formés au dispositif Kill Switch pour ce faire, et il y a des déclarations et d'échanges, mais on va pouvoir les récupérer directement par monsieur Marc Magan, qui s'est engagé à nous les transmettre. Donc pour l'instant, c'est des extraits dans des articles de presse qui laissent entendre qu'ils sont prévenus que ça va avoir lieu. Donc ils sont prévenus en amont. Donc encore faut-il savoir par qui ou comment ça a pu être possible. Ça, c'est ma première question. Ce que j'aimerais savoir, c'est lorsque ces révélations ont pu être faites au mois de juillet dernier, quand la DGCCRF apprend en juillet dernier que l'entreprise Uber a pu être au courant, d'une part. Deuxième part, ce qui est un autre registre de problème,
a pu mettre en place des dispositifs pour s'y soustraire de fait, parce que le kill switch, même si vous n'en avez pas eu besoin, est une procédure pour s'y soustraire, de même que la location de d'autres bureaux dont vous n'aviez pas connaissance pour y mener une opposition en fonction. Est-ce que vous avez pris connaissance de cela par la presse? Est-ce que ça a donné lieu du coup à une enquête interne à la DGCCRF pour comprendre comment ces choses-là? Et est-ce que ça a donné lieu, ou est-ce que ça peut, au niveau du droit, donner lieu à des poursuites contre Uber? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on apprend en juillet 2022 qu'il y a eu ces pratiques-là chez Uber, d'opposition en fonction, est-ce que ça peut donner lieu à des poursuites? Et est-ce que ça peut être du rôle de la DGCCRF d'en alerter le parquet? Est-ce que je peux juste réagir? Je ne cherche pas du tout à polémiquer, hein, Madame la rapporteure, mais, et vraiment, je me trompe peut-être, mais en fait, je ne vois pas dans les articles qu'il ait fait mention de perquisitions où Uber aurait été au courant en amont. Donc si par exemple on prend l'article qui parle des kill switch, comment Uber a tenté d'entraver perquisition et enquête, donc on est vraiment là au cœur de notre sujet. Précisément, il est dit que le kill switch permet, au moment où les policiers et les enquêteurs rentrent dans les locaux d'Uber, d'appuyer tout de suite sur un bouton pour couper tout l'accès, toutes les connexions, si je ne dis pas de bêtises, entre le bureau et les headquarters américains ou français. Donc par exemple, si je prends juste le premier paragraphe, le directeur juridique d'Uber pour l'Europe n'a même pas pris le temps de signer son email ce 17 novembre 2014, alors que des agents de la DGCCRF sont en train de faire une descente dans les locaux parisiens du groupe. Zach de Kiewicz se contente de 4 mots, couper l'accès immédiatement. 13 minutes plus tard, un des ingénieurs de l'entreprise l'informe s'être exécuté. Dans la foulée, le juriste rassure sa hiérarchie, la DGCCRF a perquisitionné nos bureaux, l'accès a été coupé. Et on a plusieurs épisodes de ce type. Les Uber Files montrent qu'Uber, à l'initiative de ses plus hauts dirigeants, a utilisé cette technique à au moins 12 reprises entre novembre 2014 et décembre 2015 pour tenter de déjouer des enquêtes judiciaires administratives dans plusieurs pays, dont la France. Mais il semble qu'en fait, vraiment, c'est une technique, justement. D'ailleurs, il y a le sous-titre, c'est rapidité foudroyante. L'activation de ce mécanisme peut être d'une rapidité foudroyante. Alors que des policiers français spécialisés pénètrent dans les bureaux parisiens d'Uber le 16 mars 2015, il ne faut que quelques secondes pour que tous les écrans de l'open space s'éteignent comme privés d'électricité. Donc il me semble là effectivement qu'on est dans un mécanisme qui est extrêmement problématique, naturellement, mais qui vise précisément à répondre en temps réel à une perquisition et non pas à des perquisitions anticipées. Mais je me trompe peut-être, hein, vraiment, il y a peut-être d'autres documents, mais je crois qu'on est tous les deux justement surpris, mais j'avais plus le souvenir, en tout cas, dans les documents, d'avoir entendu parler de perquisitions anticipées. Voulez-vous que je réponde? Comment dire, Monsieur le Président, votre vigilance est peut-être fondée. Peut-être que je confonds avec les révélations sur la police en Belgique, sur l'autre opération en Belgique, où ils étaient prévenus. Là, j'avoue que vous me semez le doute. De toute façon, il faudra qu'on se replonge aussi dans les déclarations de Maître Justy, qui a fait un recensement des pratiques illégales, puisque lui avait eu accès aux documents des Uber Files en premier. Et puis, dès que nous aurons les documents directement aussi par monsieur Marc Magan, nous pourrons entrecouper tout cela pour voir si c'était à Lyon, à Paris, ou si c'était sur l'affaire de contrôle en Belgique, que les services de police que Uber était prévenu avant une intervention des services de police ou de la GCCRF. Voilà, dans le doute. Je peux peut-être, pour éclairer vos travaux, vous dire comment nous pratiquions. Quand nous allions dans une entreprise avec des pouvoirs propres, classiques, simples, en général, nous prenions rendez-vous. Donc, par définition, les entreprises avaient connaissance de notre venue. Il est rare que nous arrivions sans avoir informé de notre visite, même si ça arrive. Clairement, quand on est dans un contexte de perquisition, d'opération de visite et saisie, là, on n'informe pas. Et en principe, la date de l'opération est connue 24 ou 48 heures avant des seules personnes qui vont intervenir.
Autrement dit, je faisais partie des rares à ne pas aller sur place et ne pas faire partie des opérations de perquisition, à connaître la date et les lieux lorsqu'on intervenait sur la base de pouvoirs exceptionnels. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je ne peux que vous réaffirmer à ce stade que nous n'avons pas eu recours à ces pouvoirs exceptionnels. Sur l'aspect kill switch, j'ai interrogé mes anciens collaborateurs sur ce sujet. Nous avons apparemment tous découvert ce processus, et donc nous n'en avions pas connaissance, et donc par définition pas non plus conscience au moment où nous avons mis en œuvre nos enquêtes et nos actions de contrôle. On l'a découvert a posteriori, et encore une fois, ça n'a pas... Dans les Uber Files. Dans les Uber Files. Et donc, par définition, comme nous avions été en mesure de mener nos actions avec des pouvoirs simples, on n'a pas suspecté particulièrement ce genre de pratique. Mais nous n'en avions pas connaissance, les uns comme les autres. On a tous un peu découvert cela en lisant les documents qui ont été transmis au Consortium international d'investigation journalistique. Voilà. Et puis, sinon, des pratiques compliquées de la part de certains acteurs, j'en ai forcément connu dans la période 2009-2018, mais elles ne se rattachent pas à ces acteurs-là. Pour autant, j'imagine que des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des plateformes, il doit y en avoir à analyser, à observer et à contrôler. Je vois que le temps, on a déjà pris presque un quart d'heure de retard. Hein? Bon, donc j'avais encore quelques questions. Je voulais que vous me reprécisiez comment et par qui les priorités de contrôle menées par la DGCCRF étaient définies. Est-ce que c'est avec le ministre de tutelle, normalement, j'imagine? Comment ça se passe? Est-ce que dans les pratiques anticoncurrentielles, du coup, il y a une volonté impulsée du point de vue des ministères pour justement empêcher une concurrence déloyale des plateformes et du modèle économique des plateformes par rapport à d'autres secteurs, enfin par rapport à d'autres formes dans un même secteur. Et ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous avez été amené à étudier les problèmes de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la livraison et la concurrence entre des sous-traitances faisant appel à des auto-entrepreneurs? Je vous donne cet exemple-là parce qu'on a été... en tout cas, moi, j'ai été très choquée par l'impact de ces types de pratiques-là chez Stuart, filiale de La Poste, donc entreprise publique, et Stuart qui assume d'avoir recours à des auto-entrepreneurs, et Stuart qui, certes, n'a pas été condamné pour un travail illicite non déclaré, non pas sur le fond, mais faute de témoignages, mais a été par contre condamné pour prêt de main-d'œuvre illicite, voilà, prêt de main-d'œuvre illicite. Et j'ai été par ailleurs interpellée, et je souhaite qu'on auditionne par la suite, des petites sociétés de sous-traitance qui se retrouvent, du fait d'une concurrence qui existe avec des auto-entrepreneurs, avec d'autres sociétés qui fonctionnent avec des auto-entrepreneurs, des sous-traitances qui, elles, ont des salariés, qui se trouvent d'une année sur l'autre avec des tarifs qui tombent de la part de leurs donneurs d'ordre et se retrouvent dans des situations de devoir travailler à perte et donc pour s'en sortir, soit frauder le fisc et la TVA, soit remettre en cause le code du travail et avoir une partie de leur main-d'œuvre non déclarée. Pendant les 9 années où j'étais à la DGCCRF, nous avons évidemment recensé un grand nombre d'indices de pratiques anticoncurrentielles. Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour vous dire de façon définitive si on avait identifié des indices concernant des auto-entrepreneurs ou des exemples comme ceux que vous citez sur une filiale de La Poste. Ça, je ne peux pas vous répondre de façon immédiate parce que je ne l'ai pas revérifié. Je ne l'ai pas revérifié, mais des indices de pratiques anticoncurrentielles, on en avait beaucoup. Les nouvelles plateformes nous ont beaucoup occupés, et pas seulement celles qui mettaient en relation des chauffeurs avec des personnes physiques qui souhaitaient se déplacer. Mais là je ne peux pas vous répondre de façon certaine. Il faudrait que je vérifie. On mettra du coup par courrier des questions
pour qu'on puisse voir justement quelle a été l'action proactive de la DGCCRF sur la question des plateformes. Dernière question. Sous l'impulsion de Madame Borne, lorsqu'elle était ministre du Travail, a été créée l'autorité des relations sociales des travailleurs des plateformes, l'ARP. Dans le cadre de l'ARP, vous avez eu des élections pour et faire élire les représentants des travailleurs des plateformes, puis vous avez les directions représentant les plateformes. Ça a donné l'objet à des négociations concernant le tarif des courses, enfin un tarif minimum des courses VTC. Comment considérez-vous ce cadre en fait d'entente horizontale, verticale? Y a-t-il une contradiction? Car l'entente normalement sur un prix est illégale, mais j'imagine que quand c'est sous l'impulsion étatique, le cadre juridique est sans doute différent. Enfin, quel est votre regard là-dessus? La création de l'ARP, si ma mémoire est bonne, doit dater de 2021. Donc j'étais partie depuis un petit moment sur le sujet, donc je l'ai suivi comme citoyen, mais pas comme DGCCRF, donc j'aurais des difficultés à vous répondre. Bien, je crois qu'on va devoir terminer. Juste pour avoir des réponses très claires et courtes pour clarifier donc un certain nombre de points, vous dites que votre politique de contrôle des plateformes comme Uber, quand vous étiez à la tête de la DGCCRF, n'a pas évolué au gré de pression d'un ministre ou d'un autre, avec les nombreux, en plus à cette période, ministres de tutelle que vous avez eu à Bercy. Je vous le confirme. D'accord. Et vous n'avez pas appliqué une bienveillance particulière dans votre approche de ce secteur, d'ailleurs plutôt au contraire, comme en témoignent à la fois les témoignages des Uber Files et les éléments que vous venez de nous donner. Notre approche vis-à-vis de ces acteurs économiques, comme d'une façon plus générale des acteurs économiques, elle n'est ni bienveillante ni malveillante. Nous essayons d'adopter une attitude neutre, de regarder en droit la conformité ou la non-conformité des pratiques, des prestations, des actions. Et donc ça a été notre règle à la fois dans ce secteur particulier qui, encore une fois, nous a beaucoup occupé pendant les 9 années où j'ai été en fonction à la DGCCRF et dans les autres. Donc on avait une approche plutôt de neutralité et d'efficacité, c'est-à-dire aussi qu'on mène des actions quand on pense qu'il y a des difficultés et qu'on est en mesure de les pointer, de les relever, de les constater et de demander aux décideurs, in fine, qui est soit la justice, soit l'autorité de la concurrence en fonction des pratiques, de demander à la justice de se prononcer et de nous suivre. Bien, je vois que vous travaillez aujourd'hui sur l'environnement industriel et les risques, donc autre vaste sujet avec beaucoup de chantiers. Madame la rapporteure, je vous en prie. Pour équilibrer les propos du président, si vous estimez, vous, n'avoir eu aucune pression, comme il l'a reprécisé, vous confirmez également qu'il n'y a pas eu d'impulsion volontariste pour précisément contrôler la concurrence potentiellement déloyale et la logique de casse des tarifs de la plateforme Uber comme d'autres plateformes à ce moment-là. Alors, notre programme de contrôle, puisque je n'avais pas répondu à votre question, il était élaboré, encore une fois, à l'automne de l'année -1, avec une liste de sujets pour donner le plan de charge de nos services d'enquête, les services centraux et les services de terrain au niveau régional ou départemental. Donc on essayait de les charger à peu près à 80% dans l'absolu, en préalable, de façon à se laisser de la marge pour intervenir en cours d'année s'il y avait des sujets qui appelaient des actions qui n'étaient pas prévisibles. C'est un sujet assez classique dans les autorités de contrôle. Et donc, il arrivait que certains ministres nous demandent spécifiquement de regarder un sujet. Et donc, soit on l'avait prévu, auquel cas on présentait ce qu'on avait envisagé dans le domaine, soit on ne l'avait pas explicitement prévu et on regardait de quelle manière on pouvait l'inclure, éventuellement en mettant de côté d'autres sujets, encore une fois pour respecter notre plan de charge global. Et puis le tout était transmis aux ministres qui, en général, approuvaient
notre programme de travail. Je n'ai pas le souvenir qu'un ministre m'ait renvoyé mon programme en me disant non, je ne suis pas d'accord sur tel ou tel sujet. En revanche, comme je vous l'ai dit, il arrivait, et on consultait le cabinet du ministre, il arrivait au ministre de nous dire on souhaiterait qu'il y ait l'année prochaine un focus sur telle ou telle action. Donc voilà comment nous essayons de travailler de façon la plus pertinente possible compte tenu des effectifs que nous avions. Assez bottom-up, comme dirait un lobbyiste américain. Bien, merci beaucoup Madame Omobono de votre disponibilité, de votre témoignage. Nous aurons probablement d'autres questions, peut-être des demandes de documents que nous pourrons vous faire parvenir. Mais dans l'intervalle, je vous souhaite une excellente journée. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure.